Nous sommes samedi 18 mars 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes bel et bien sur votre magazine dit Actu Info 7. C'est un magazine qui vous permet justement de retracer toutes les actualités de la semaine et les actualités nationales mais aussi internationales. Et pour ce jour, je suis tellement content de recevoir pour vous, il est invité qui va nous justement parler d'un sujet d'actualité très important. Vous savez, dans notre pays et surtout la semaine qui vient justement de finir, il y avait une information qui avait secoué la toile et c'est justement le fait qu'il y avait une publication de la nouvelle grille tarifaire sur le transport en commun. Nous allons en parler cela avec M. Sébastien Kalenga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi assistant à l'université de Kinshasa. Tout à fait. Merci d'être là et aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Comme je le disais, je vous en prie, comme je le disais, il s'est fait que la semaine passée, ou la semaine qui vient de finir, il y avait cette publication de la nouvelle grille tarifaire sur le montant ou le prix des transports en commun. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qui est écœurant d'ailleurs, c'est que la population congolaise, est-ce cette population a bien reçu ou encore accepté cette publication? Est-ce ce motard ou encore ce chauffeur taxi ont-ils accepté cela? Ce sont des questions qui ont laissé pas mal poser ou soit poser quelques questionnements au sein, nous étant les hommes des médias, mais aussi vous, la population congolaise. Nous allons essayer de parler de ça parce que ça a créé aussi une situation de tracasserie routière. Nous allons essayer de pouvoir en parler avec mon invité, comme je disais, M. Sébastien Kalenga. Mais d'abord, avant tout, nous allons passer de côté de la régie, suivre ces reportages que votre rédaction avait effectués sur terrain et nous allons justement nous retrouver après. Suivez. La circulation routière dans la ville-province de Kinshasa est à l'image d'un champ de bataille. Les conducteurs et motocyclistes d'une part en jeu et les policiers de la circulation routière d'autre part. Le décor est planté pour une lutte sans merci où seul le plus fort l'emporte. Sur les lieux, ce sont des accusations réciproques. Tout tourne autour de mauvais usages de la route, demandes d'achat des vignettes, d'autorisation de route ou de transport, cagnottes, bref, Mboté, Yali Kassou. Dénoncer les rançonnages, les différentes interpellations dont sont victimes des chauffeurs moto de la part de policiers sont de points évoqués par plusieurs utilisateurs de ces engins appelés motos qui permettent une facilitation tant soit peu de la population pour vaguer librement à ses occupations. Autorisation de transport, Oyobiso Toye Kostutuka, parce que c'est une surprise. Surprise Otoye Komona, Tolali, Tolamuki, Bourgmestre Nyonso a commis Senga autorisation de transport. Pour éviter que l'autorisation de transport, il y a bourgmestre ou bien il y a un ministère provincial de transport. Pour éviter. Mais c'est là que il y a un ministère de transport provincial. Bango bazozwa bana moko ya bakuluna ba pesi bango autorisation ya kokanga batu pour na autorisation de transport. Biso toboyi ko sombate mais jamais toko salela eloko oyo batu bapesi biso temps ya koluka mbongo ko sombate soit ko lukata ya koluka mbongo ko sombate tolalika bobupu to sutuki bakomi okanga yango nde omoni ekoluka incendie makasi batu bakokufela biloko oyo soki bakonzi ba likolo batalite na ba traître oyo ya soi-disant ba président ba motocycliste bazokende kolia likopana batu wana pona komonisa peuple congolais passe en particulier biso ba montard tokolinga eloko wana pe ekolekate makambo tolobela pona o etali tracasserie ya ba montard biso soki l'état lobi kete bozala nordre tobimisi ba document bosomba ba pesi biso temps to somba na biso ba montard baze belé na province ya Kinshasa mbongo ekoto biso moko toko isakeze belé par rapport à makambo etali autorisation oyo des transports
yanga yangwana kuna tala ya bimisa invitation so ke o ya lemba eza mususu so ke ya rond-point ngabe eza mususu ka bango moko wana bakozala mokanda moko wana ezala o biso toyebi oyo te o eza couleur mususu nayoki jour wana na baza seye te na makambo ezosala c'est-à-dire mokanda oyo ebimeli na niveau ya nini ya commune ya ba bourgmestre nde babimisi yango nayoki na top Congo ministre des transports ayebi mokanda oyo te oyoki yango siko. Voilà, des retours sur ce plateau. Maître Kalenga, vous avez suivi ensemble avec moi comment est-ce que la population a présenté ses amertumes, a présenté ce qu'ils pensent que c'est vraiment mauvais, la manière dont procède justement, je peux citer, ces PCR ainsi que le gouvernement provincial sur l'instauration non seulement de taxes, mais aussi ce sont des taxes qui provoquent des tracasseries routières à outrance à cette paisible population. Je cite les chauffeurs moto ainsi que les chauffeurs que nous connaissons par exemple de 207 et j'en passe. Alors, comment voyez-vous cette situation des tracasseries routières dans la ville-province de Kinshasa? D'emblée, je commence par dire qu'il y a un problème de compétences. Il y a un problème de compétences, car chez nous, en droit, les compétences sont d'attribution. Alors, comme nous venons de le remarquer à travers ces reportages, l'autorisation des transports. Quelle est l'autorité compétente pouvant réclamer cette autorisation? Quelle est l'autorité compétente qui délivre cette autorisation? Est-ce de la compétence du bourgmestre? Est-ce de la compétence du gouverneur? Est-ce de la compétence du ministre ayant le transport dans ses attributions? Ça, c'est une question. D'abord, la question des compétences. Aussi, tout ceci est lié aussi au phénomène que moi j'appelle, ou que mon professeur de grand service public appelle le problème, le phénomène du décodeur. Dans le sens que... C'est quoi le phénomène du décodeur? Le phénomène du décodeur, c'est en fait c'est un phénomène, si on peut le dire dans le langage kinois, le kindekondeko. Ok. Vous allez remarquer que presque dans plusieurs institutions, dans presque toutes les couches, les gens travaillent non pas par leur propre mérite ou par leur propre compétence, mais c'est parce que c'est mon frère, parce qu'il est tel, parce qu'il est ceci, il m'avait fait cela, il m'avait fait ça. Vous voyez? Mais ce n'est pas sur base de sa compétence. Vous avez le jeune non recruté par la police, que vous placez un peu par-ci par. C'est ce que d'ailleurs a dit... voilà. Quelle est l'autorité directe de ces personnes-là? Qui les contrôle? Parfois, on ne sait pas. Est-ce un policier? Est-ce la personne qui l'a placé là est au courant de tous les méfaits que cette dernière est en train de faire? C'est ça aussi un problème. On ne sait pas. C'est comme ça que j'ai toujours dit, on ne sait pas qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, on ne le sait pas. Qui peut percevoir les impôts liés à l'autorisation? Parce que l'autorisation des transports là est payante. Ne me dites pas que c'est... Alors, c'est gratuitement. C'est la question. On paye cela. Maintenant, qui perçoit? Qui perçoit? Il y a un problème. Aussi, la personne qui perçoit ses frais, n'est-ce pas? Va-t-il débourser ses frais dans les trésors publics? C'est là qu'il y a aussi un problème. On ne sait pas combien on a perçu, combien on va débourser. C'est aussi un problème de manque de communication. Il y a un problème, donc c'est-à-dire, je vous dis, il y a derrière cette question, il y a plusieurs choses à dire. Mais peut-être on aura le temps de venir débattre, en découdre en fait. Il y a un problème aussi de communication. La communication doit être aussi visible, valable, permanente, régulière. Si toutes les conditions sont mises en marche, nous avons un problème d'électrification de la ville. C'est un problème. Il y a des coins où les gens ne regardent même pas la télévision. Il y a un problème. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, la communication ne doit pas être seulement informatique ou technique. La communication routière. Tous ces gens-là qui sont dans des différents coins de Kinshasa en train de réclamer ou bien d'exiger un document, soi-disant, d'une autorisation de transport, ont-ils qualité de faire ça?
là, il y a aussi un problème. Moi, une fois, j'étais victime au niveau du triangle. Il y a un motard qui m'avait transporté et il cherchait seulement à dévier les gros camions qui étaient parqués. Ça où il y a aussi un problème. La route n'était pas trop grande, mais un gros camion qui a été parqué quelque part. Et les motards s'étaient arrêtés pour permettre à d'autres véhicules de passer. Il y a un monsieur qui subitement s'est pointé là pour dire que non, donner les frais de stationnement. Je lui ai dit, mais monsieur, les frais de stationnement, on a stationné ici. Donc, si on doit stationner là, c'est pour quel but? Donc, ce n'est pas le terminus. Vous taxez, si on essaie justement d'aller dans le sens d'un tableau, vous tracez un tableau sombre sur l'aspect mise en exercice ou mise en application. En tout cas, il y a un problème. Jusque-là, rien ne va. Surtout du côté de la circulation routière, rien ne va. Les différents policiers que nous voyons dans les différents coins de la capitale, mais ils ne font rien. Si ce n'est que percevoir et de manière frauduleuse. Et si on parlait d'une politique, quelle politique mettre en place justement pour essayer d'assurer D'abord, il faut d'abord répartir les compétences. Il faut attribuer à chaque couche ou à chaque institution les compétences, ses propres compétences. C'est-à-dire le champ dans lequel il va œuvrer. Voir ça dérive, ça c'est de la compétition et de quoi de la compétence, je m'excuse, du bourgmestre. C'est de la compétence du chef du quartier, c'est de la compétence du chef de riz, si jamais il y en a. En parlant de compétences, vous avez dit il faut la compétence est partager, on doit attribuer des compétences. Concernant l'aspect d'acheter ou faire acheter ou encore percevoir mais cette autorisation de transport-là, quelle est la conséquence de qui doit justement percevoir ou encore avoir l'autorisation de pouvoir vendre ou faire vendre? C'est-à-dire, vous voyez, le moteur engin, d'abord, il faut qu'il y ait des documents. Parce que plusieurs motos ici dans la ville, province de Kinshasa, circulent sans document. Non, mais nous avons suivi, ils ont eu à brandir. Et même l'opération qui était passée dernièrement de l'achat de différents, de plaques d'immatriculation. Les conditions dans lesquelles cette vente-là se faisait. Il fallait corrompre ces gens-là pour qu'ils puissent vous délivrer votre plaque d'immatriculation. C'est aussi un problème de compétence, c'est un problème de leadership. On ne sait pas qui est là-bas. Il est là pourquoi? Il fait quoi concrètement? Et il doit rapport à qui? Quel est son chef direct? C'est ça aussi un problème. Est-ce que la personne-là a qualité de faire ça? Vous pouvez même recourir dans des différentes maisons communales. Peut-être vous allez voir qu'il y a certaines personnes fictives qui n'existent même pas dans l'ensemble du personnel de l'administration. En parlant des tracasseries routières, certainement la semaine qui vient de finir, parce que nous finissons déjà cette semaine, je le disais dans mon introduction, il y a eu cette publication d'une grille tarifaire concernant le prix de transport en commun. Ce qui est sûr et certain, selon, parce qu'il faut qu'on se le dise, notre rédaction est toujours plus proche de la population. Nous étions descendus sur terrain, nous avons vu comment est-ce que cette publication de la grille n'a pas été respectée comme il faut. Alors si il faut partir dans le sens juridique, que prévoit la loi par rapport à cette situation du non-respect comme il faut de la mise en application de cette nouvelle grille tarifaire concernant le transport en commun? Que prévoit la loi? Avant d'arriver là, je dirais il y a un cours en deuxième année de licence droit qu'on appelle clause d'adhésion et protection des consommateurs. C'est-à-dire à un certain moment, les consommateurs que nous sommes lésés, ça c'est une brèche, par rapport au prix déjà fixé ou au prix déjà préétabli. Et peut-être que ces prix-là ne corroborent pas avec la marchandise ou bien avec c'est à quoi on est appelé à faire. Alors, cette grille-là de tarification, moi je pense que c'est une grille qui vient juste enflouer un peu cette problématique-là de la protection des consommateurs. Mais aussi, il faut y faire la part des choses. La RDC, notre cher beau pays, est un pays trop vaste, un pays qui a de très beaux textes. Mais ces textes-là souffrent de l'application. Ne sont pas vraiment appliqués. Donc là, vous taxez le gouvernement provincial de ne pas pouvoir... bon, je ne taxe pas le gouvernement provincial directement, mais seulement je dis, les législateurs congolais prévoient plusieurs textes, mais ces textes-là ne sont pas appliqués. Parce qu'en parlant de textes, je vais vous dire une chose. Sur base de quoi on a établi cette grille? Sur base de quoi?
Quels sont les critères de l'établissement de cette grille? Avez-vous contacté les différentes couches? Avez-vous contacté certains chauffeurs pour leur d'abord demander en amont ou au préalable? Mais il semblerait que... Pourquoi est-ce qu'il y a hausse des prix? Il semblerait que certains chauffeurs ont dit qu'il y a c'est la hausse de c'est pourquoi je vous dis qu'il y a d'abord un problème aussi de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Donc vous taxez... Un litre de carburant qui était à 2000 autrefois, qui était à 1800, 2000, 2500, aujourd'hui revient à 3000. Une distance qu'un chauffeur pouvait parcourir dans 30 minutes, il le fait dans plus d'1 heure. Pouvez-vous qu'il y a un gain de cause à la fin? Ces chauffeurs-là, en tout cas, je n'ai pas de parti pris. Moi, je fais juste canaliser et puis voir sur le plan sociétal ou la situation actuelle que nous vivons. Il doit verser auprès de son patron, les propriétaires de véhicules. Il y a le carburant, il y a les receveurs. Il y a aussi les trajets, aussi les timings. Ça pose un problème. Et avec ça, vous pensez que c'est donc du coup comme ça l'autorité prend une grille tarifaire disant que non, voilà, adapté d'aujourd'hui, que les tronçons gare centrale qui étaient au magasin, ça a autant. Avez-vous contacté les différents chauffeurs? Parce que tous ces véhicules-là ne vous appartiennent pas. Parce que les véhicules, je vous dis, les véhicules ne vous appartiennent pas. Parce qu'actuellement, il y a... Si ce sont peut-être les véhicules de l'État mis à la disposition, peut-être avec le projet comme on les pressent, les projets là, des voies ferroviaires, par exemple. Là, à ce moment-là, l'État lui-même peut aussi mettre son prix parce qu'il s'agit de sa propriété. Mais vous ne pouvez pas, du coup, sans pour autant me consulter, vous venez, vous me dites non, toi, à partir d'aujourd'hui, comme chez toi, peut-être moi, je vends de la bière, vous dites que non, chez toi, à partir d'aujourd'hui, une bouteille de Cassel revient autant. Mais je paye aussi l'impôt. Il y a des tasses, il y a des tracasseries, il y a des roulages. Quand un roulage vous arrête, si vous n'avez pas plus de 250 000 francs, il ne vous libère pas. Et le temps qui vous reste pour travailler, vous allez verser combien? Vous allez amener combien à la maison? Tous ces chauffeurs-là, ce sont des pères de famille. Ils vont nourrir les enfants comment? Tout ça, il faut voir aussi la situation actuelle que traverse le pays. Parce que, je le disais tantôt ici, actuellement, c'est vrai, il y avait la publication de cette nouvelle grille. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui est mis en application par le chauffeur. C'est pourquoi je vous dis, il y a un problème d'applicabilité des lois. On peut beau publier des lois, on peut rédiger des différents textes réglementaires, oui. Mais l'applicabilité de ces textes, donc, ça pose problème. Vous taxez le gouvernement parce provincial. Que ça fait combien de temps que cette grille-là, ça fait combien... Non, en tout cas là c'est notre débat. Ça fait combien de temps que cette grille-là a été publiée? Déjà une semaine. Ouais. Et vous êtes descendu aussi sur terrain pour voir si les éléments... Non, mais je vous dis, hier sous la pluie, moi je suis arrivé chez moi sous la pluie, hier, j'étais à ma campagne. Quitter ma campagne Victoire, c'était à 1500 francs le 207 et la moto à 3500. Pourquoi? Parce qu'il avait plu. Quitter Victoire ou bien Lemba d'abord avec la moto, c'est 4000 francs. Et cela n'a jamais été auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a hausse de carburant. C'est pourquoi je vous dis, il faut revoir d'abord certains problèmes en amont. En amont, on se pose la question. Il y a des difficultés. Il y a un problème d'abord à ce niveau-là. Il y a un problème. J'achète le carburant trop cher. Vous m'exigez de mettre un prix que vous n'êtes pas en mesure de revoir le prix du carburant. Vous pensez que ça va aller? Ça ne va pas aller. D'accord. Cet texte-là peut-être va produire peut-être des effets au tiroir. Je ne pense pas que dans la vie active, je ne pense pas. Je crois, Maître Sébastien Kalenga, vous avez assez de matière à donner au public. J'espère que vous reviendrez toujours. En tout cas, je suis disposé, mais seulement on doit mettre dans la tête des Congolais ou de nos condisciples que avant, même aux autorités qui sont censées faire appliquer la loi, il faut d'abord revoir. La loi doit être rédigée ou doit être publiée au contexte actuel que nous vivons. À la situation actuelle du pays. Vous ne pouvez pas publier une grille tarifaire sans pour autant consulter la base, je peux dire, sans pour autant se mettre à la place des autres, sans pour autant
s'acquérir de la situation ou des méandres que vivent les Congolais du jour le jour. Vous ne pouvez pas justement publier des grilles tarifaires sans pour autant, demander, sans pour autant demander ou encore se renseigner sur les vraies réalités que est en train justement ou sont en train justement de vivre la population. Le rôle de l'État-providence. Voilà, parce que le rôle de l'État-providence, comme le dit l'État n'est non seulement gendarme ni commissaire, mais l'État-providence. Donc je rappelle que nous sommes déjà à la fin par rapport à ces sujets. Donc le maître disait il faut que l'État congolais, plus particulièrement le gouvernement provincial, puisse d'abord consulter la population, consulter toutes les couches qui font partie de la population, y compris les chauffeurs taxi, moto, j'en passe. Et pourquoi pas aussi le bureau du quartier pour qu'il y ait quand même une très bonne information sur la vraie situation. Et après, peut-être, vous pouvez justement publier cette nouvelle grille-là pour que nous puissions voir la mise en applicabilité de cette nouvelle grille. Et aussi pour qu'il n'y ait pas assez de tracasseries routières comme nous sommes en train justement de vivre dans notre ville, province de Kinshasa. Et aussi, il a dit il faut qu'il y ait la construction de routes, il faut qu'il y ait aussi à revoir du côté carburant parce que c'est très important, et aussi les compétences, les attributions de ceux-là qui vont justement occuper ce poste-là. Merci beaucoup, maître Sébastien Kalenga. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa et aussi assistant à la prestigieuse faculté des droits de l'université de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Et nous continuons justement notre périple, justement, comme je l'avais dit dans le sommaire. Nous allons maintenant passer à notre seconde rubrique, c'est la rubrique culture. Et nous allons essayer justement de parler de l'importance de la lecture avec un confrère, Eflek Fumunani. Mais avant tout, nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, de retour, nous parlons maintenant de l'importance de la culture et plus particulièrement la lecture avec Eflek Fumunani. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herbie et puis bonjour à tous les amoureux de notre chaîne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste maison, sportif, mais aujourd'hui vous êtes venu plus particulièrement dans une des rubriques que vous n'êtes pas assez fréquent. Il s'agit bien de la culture. Alors dites-nous un peu, comment voyez-vous l'importance d'abord de la lecture de notre ville-province de Kinshasa? Bon, en fait, d'emblée, cette culture, elle est réellement chaotique au Congo, parce que le Congo n'est pas réellement étudié, il faut qu'on se le dise. Donc voilà, la culture pour lire, la lecture dans nos différentes bibliothèques ici à Kinshasa, c'est presque un tabou. Et donc voilà, c'est les pourcentages ou bien les bilans, la statistique, elle est réellement scandaleux. Et parce que ça nous montre à tel point qu'on est dans un pays presque que les gens n'intéressent pas vraiment à lire. Donc voilà, le preuve en est que même la Bibliothèque nationale, la RDC, je pense que l'équipe technique nous balance des images, illustrations, vous allez trouver que c'est un état délabré, dans un état vraiment abandonné. Voilà, les sièges de cette grande institution en fait. Elle est abandonnée ici dans la ville de Kinshasa. Et donc voilà, ça nous montre qu'on n'aime pas réellement aller dans nos bibliothèques. Je ne sais pas moi, pourquoi que les gens n'aiment pas étudier, pourquoi les gens n'aiment pas vraiment lire, prendre leur temps pour pouvoir lire, fouiner les informations. Et voilà qui fait en sorte que les Congolais ne sont pas beaucoup plus cultivés. Il y a un dicton qui dit, si vous voulez cacher de l'argent ou encore de la monnaie, chez les Africains, surtout, il faut le mettre dans un livre. Alors, quels sont les motifs ou quelles sont les choses qui poussent à ce que cette population congolaise, plus particulièrement les Kinois, ne puisse pas avoir cette bonne culture à la lecture? D'abord, moi je dirais d'abord c'est les pays. Voilà, c'est le pays a fait quoi? C'est le pays au niveau du ministère de la Culture, parce que la culture de la lecture, c'est un ministère. Il y a un ministre pour la culture, bien sûr, bien entendu. On devait réellement, en fait, impliquer les gens, en fait, surtout la génération future, en fait, depuis cette année, depuis le 21e siècle, en fait, de pouvoir réellement impliquer dans des écoles, avoir une salle de la bibliothèque pour que les élèves puissent aller étudier. Mais chaque école, chaque université ont quand même justement des bibliothèques. Oh, là, vous vous y trompez, en fait. Là, vous vous y trompez dans une institution, en fait, d'une université congolaise. Là, je ne pense pas.
et même privé. Donc, si vous prenez votre temps à pouvoir sillonner dans de différents instituts, ici à Kinshasa, vous n'allez pas trouver de bibliothèque, en fait. Le problème que d'abord, c'est le gouvernement doit réellement prendre ses responsabilités, de pouvoir réellement impliquer dans de différentes écoles, universités, qu'on puisse avoir des salles de bibliothèques, comme récemment on a vu les ministres de l'enseignement supérieur et puis universitaire. Il avait demandé dans toutes les universités qui ont réellement la médecine de pouvoir avoir des laboratoires. Vous voyez un peu, en fait. C'est là, ça peut encore, en fait, stimuler les gens de pouvoir avoir l'envie de pouvoir étudier. Et puis, dommage qu'on voit qu'aujourd'hui, ça ne se trouve pas, en fait. Vous savez, en fait, la lecture, c'est un métier des riches, en fait. Si vous demandez même à Mark Zuckerberg, il va vous dire, il prend son temps à lire des romans par semaine. Bill Gates, il prend son temps à lire 3 romans par semaine. Vous voyez, des gens, le PDG de Lamborghini, en fait, il prend son temps à lire 4 romans par semaine. Donc, c'est un métier des riches, en fait. Contrairement, je vous ai entendu citer que les Blancs. Alors, ici au Congo, on n'a pas de personnes, justement, qui peuvent nous servir de modèle, étant de bons lecteurs. Il y en a beaucoup de professeurs, mais d'abord des autorités congolaises, en fait. Bien sûr, depuis 2019, que le chef de l'État, il est là comme président de la République, n'a jamais même été visiter les sièges de notre bibliothèque nationale. C'est presque à 40 mètres de son bureau. Vous avez des informations sur ça? Bien sûr, bien sûr. C'est presque à 50 km de la primatie. Le ministre de notre pays, le premier ministre, n'a jamais visité. Regardez un peu cet État, en fait. C'est vraiment un État réellement abandonné. Abandonné. Cette bibliothèque a été créée depuis 1974, à l'époque de Mobutu, en fait. Alors, abandonné. Ils n'ont même pas l'État, en fait. On n'a pas réellement des exemples de personnes qu'il faut, même au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même pas un député qui peut s'élever, de pouvoir dire que non, quelles sont maintenant. Voilà pour la culture de la lecture, en fait. Ça ne se trouve pas au Congo. Voilà pourquoi dommage qu'on n'en prend pas réellement le temps pour pouvoir être des gens pensifs. Nous aimons beaucoup plus aller boulot, boîte de nuit, bar, et voilà. Alors, quand vous parlez vous avez cité ici les gouvernements. J'ai vraiment suivi ce que vous disiez. Vous avez cité la population. Si on essaie de faire justement une différence entre ces deux personnes ou ces deux personnages, à qui revient réellement la responsabilité par rapport à cette situation de la non-mise en applicabilité plutôt de la lecture? Enfin, moi, je pense que la responsabilité est partagée à la population, mais aussi au gouvernement. Parce que d'abord, nous, la population, en fait, quand on est cultivé, nous deux, on est des intellectuels, on a passé dans de bonnes universités, à l'école et tout. On a cette culture-là, aller à la bibliothèque, de pouvoir fouiner des informations. Surtout notre métier, c'est un métier qui demande de pouvoir fouiner tout le temps, aller à la bibliothèque, de pouvoir avoir des abonnements, en fait. Moi, je suis abonné dans une bibliothèque X ici à Kinshasa. Si vous sillonnez même dans le district de la Tchangou, en fait, Tchangou, c'est un grand district qui a qu'une seule bibliothèque qui se trouve à Kimbatseke. Ici à la Gombe, il y a au moins 5 bibliothèques. À travers une ville de plus de 18 millions de personnes, on n'a que 10 bibliothèques. 10 bibliothèques connues ici à Kinshasa. Contrairement aux faisant ressortir de génies en papier, des licenciés, et voilà. Ça provient d'où? Toutes ces prouesses, ça provient d'où? Des magouilles, en fait. Des magouilles, il faut qu'on se le dise comme ça. Des magouilles, en fait. Et c'est parce que les gens, peut-être quelqu'un qui a fait 5 ans d'université, il a seulement visité la bibliothèque au moment qu'il travaillait sur son mémoire. Vous imaginez, 5 ans d'université de Kinshasa, et j'en passe dans d'autres universités. 5 ans, il n'a jamais... Il y a même d'autres, il a fait 5 ans, il n'a jamais visité la bibliothèque. Vous imaginez ça, dans un pays francophone. Pour chuter, dites-nous, je pense qu'il y aura des gens qui vont suivre justement cette émission. Bien sûr. Alors, quels sont les bénéfices de la lecture? Et aussi, qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse qui vont vous suivre? En fait, la lecture aide à comprendre de nouveaux mots et à comprendre réellement l'horizon tout en entièreté, en fait. La lecture, c'est la vie. Lire, c'est la vie, en fait. La lecture ouvre réellement les idées, transforme. La lecture change les mondes, d'ailleurs, en fait. Alors, voilà pourquoi son importance, elle est là pour de pouvoir réellement aider les gens à pouvoir aller de l'avant. La lecture réellement permet de déchiffrer toute espèce de notation, de prendre des connaissances. Voilà, moi, je dirais qu'à toute la population congolaise, bien sûr, qui nous suit, voilà, tout l'Ingarotanga. N'a pas l'un, Zongi Palin, livre, même la Bible, d'abord, c'est le meilleur livre du monde. Les Corans et j'en passe. Il y en a beaucoup. Dans toutes les maisons ici à Kinshasa, il y a même ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Même prenez votre numérique, on peut aussi. Voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps. Aujourd'hui, que les gens aiment, c'est les TikTok. C'est bien.
c'est bien le numérique, mais lire la lecture, lire les romans, lire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lire les romans, la lecture, aimer la lecture, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, c'était les derniers mots, justement, de mon confrère Eflek Fumunani. Il était là, justement, pour nous parler de la rubrique culture. Vous avez compris, chers téléspectateurs, et surtout, vous, chers leaders de demain, du futur, étudiants que vous êtes, écoliers, c'est important de lire. Il a cité ici pas mal de points qui, justement, a même étiqué mon intention pour dire « Je suis obligé de pouvoir apprendre encore, m'enquérir assez de connaissances concernant la lecture. » C'est très important. Mais il a aussi dit, il a aussi recommandé à l'État congolais de pouvoir instaurer, justement, des bibliothèques, instaurer cette culture de la lecture et aussi revoir un peu notre système éducatif pour que demain ou après-demain, que nous puissions avoir, c'est que moi j'aime toujours dire dans l'hymne national de notre pays, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous aurons un pays plus beau qu'avant. » C'était ça, notre sujet avec Eflek Fumunani. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer à notre rubrique. À une autre rubrique plutôt, il s'agit bien de la rubrique politique. Nous allons parler avec un confrère, journaliste maison. Il s'agit de Georges Mapoko. Mais avant tout, retournons du côté de la régie. De retour, nous continuons ce magazine. Georges Mapoko, bonjour et bienvenue. Bonjour Joseph Hervitezo, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie d'avoir surtout accepté de partager avec nous cette rubrique qui est la rubrique politique. J'espère que vous êtes un analyste politique. Nous aurons à décortiquer ensemble avec vous la politique de notre pays, l'actualité politique de notre pays et surtout qui a été dominée par la rentrée parlementaire, je rappelle, et aussi le déploiement de troupes angolaises sur le sol congolais. D'emblée, on commence par cette information sur la rentrée parlementaire en RDC. Alors, il faudrait rappeler que l'Assemblée nationale et les Sénats ont ouvert justement ce mercredi 15 mars dernier à Kinshasa. C'était question de la session ordinaire mensuelle consacrée au contrôle parlementaire et aussi aux réformes législatives. Alors, d'emblée, comment voyez-vous cette rentrée parlementaire? Quelles sont les prouesses que ces deux chambres ont pu justement apporter dans la politique congolaise actuellement? À l'ère où nous sommes, il y a la problématique de la sécurité à l'est du pays. Qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup, Herbie Joseph Tezo. Il faut dire que sur cette question de la rentrée parlementaire, c'est une session éminemment politique, c'est une session ordinaire, c'est vrai, la session de mars, mais elle est éminemment politique. Pourquoi? Parce que l'on a en face de nous des urgences politiques qu'il faut résoudre, notamment sur le processus électoral, mais aussi une session qui doit être consacrée beaucoup plus à la question sécuritaire, parce que vous savez que le pays est sous une agression rwandaise avec les M23 et tout ça, mais aussi de l'autre côté du Congo avec les Teke et les Yaka qui s'entretuent. Donc vous comprenez que la situation est tellement tendue que les élus du peuple sont appelés à jouer pleinement leur rôle. Mais par rapport à cette rentrée qui a eu lieu le 15 mars dernier, dans les deux chambres du Parlement, on a vu dans leurs allocutions les deux présidents de chambre, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont peint en quelque sorte un tableau sombre de la situation que traverse le pays. Même s'il y a quelques prouesses à signaler, mais du moins, la situation de façon générale, elle est beaucoup plus assombrie. Fait que vous verrez, avec la dévaluation de la monnaie, aujourd'hui on est à un taux très très élevé. Je rappelle là, ce sont presque le propos qu'avait tenu le président du Sénat, Modeste Obati, sur cette problématique de la dépréciation de notre monnaie. Alors, est-ce qu'il y aura assez de prouesses? Est-ce qu'il y aura assez de bénéfices concernant... Parce qu'il faut qu'on se les dise. Le fait de dire ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait la mise en applicabilité. Qu'est-ce que la population peut justement entendre par rapport au discours, au tout premier discours du président du Sénat concernant cette dépréciation de la monnaie? Il faut dire que les élus du peuple, ce sont les porte-parole du peuple auprès du gestionnaire de l'État au quotidien qui est le gouvernement. Ce qui fait que le Sénat, c'est vrai, ce sont des élus au second degré, mais ce sont eux qui sont plus des proches du côté administrativement parlant. Eux
émanent des provinces, ils représentent leur province. Ce qui fait que c'est eux aussi qui ont cette responsabilité-là de vivre cette réalité au quotidien de la population. C'est tout à fait normal que Modeste Bati, président du Sénat, revienne sur cette question-là de la dévaluation de la monnaie, étant lui-même professeur d'économie, bien sûr. Et c'était important qu'il en parle avec un ton beaucoup plus soutenu, mais surtout qu'il travaille sur ça pour que l'on assiste, pourquoi pas dans les prochaines plénières déjà, une interpellation du ministre de l'économie, du ministre des Finances, de la gouverneure, de la Banque centrale et tous les autres pour que la solution soit trouvée. Parce que la population en elle aura du mal à s'exprimer au vu du fait qu'elle soit répandue sur toute l'étendue du territoire national. Mais à travers ses représentants, elle a cette facilité d'atteindre les gestionnaires, d'atteindre le pouvoir public beaucoup plus rapidement. Ce qui fait qu'avec ce discours de Modeste Bati Lukwebo, qui est interpellateur aux gestionnaires de la chose publique au quotidien, qui est le gouvernement de la République, bien sûr, qui travaille sous la houlette sous la politique du président de la République, il a fait une sonnette d'alarme, il a attiré l'attention que la population vit une situation tellement dramatique, ce qui fait que ce qu'on achetait hier à 50 francs, aujourd'hui se retrouve à 150, à 200, pourquoi pas 300, alors la situation va de mal en pis. C'est pourquoi il est important que les autorités se résistent, et pour cela, il faudrait qu'on mise beaucoup plus sur notre économie. Nous sommes plus concentrés sur les importations. C'est vrai, nous ne produisons pas beaucoup, nous sommes obligés d'importer, mais pourquoi pas nous consacrer à nous prendre en charge, à faire en sorte que nous puissions développer par exemple des secteurs pourvoyeurs des richesses telles que l'agriculture. Nous avons des étendues de forêts arables, des terres arables plutôt, mais qu'on ne sait pas exploiter. On se cantonne, on se contente de Saint-Char qu'on importe, on se contente des poulets qu'on sait comment on les a élevés, combien de temps ils sont passés, est-ce qu'ils ont été à l'âge d'être consommés, mais finalement, on ne sait pas produire au quotidien. On avait Daipen, mais qui aujourd'hui ne fait plus grand-chose. On est venu à un moment donné avec Bukanga Lonzo, vous en savez la suite. Ce qui fait que... Jusque-là, on ne sait pas qui sont les vrais auteurs de cette situation qui a laissé presque la majeure partie de la population dans des questionnements. Comprenez mon regard. Voilà. Donc, Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, lui, il poursuit, dit, Christophe Mbosso Kodia avait d'ailleurs fustigé la présence de l'insécurité qui met en mal les processus électoraux en cours. Quel est votre point de vue? Oui, c'est vrai. Avec l'insécurité, le processus électoral est déjà en marche avec l'enrôlement et l'identification des électeurs. Mais avec cette question d'insécurité, on a du mal à enrôler tout le monde sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il vous souviendrez qu'il y a quelques jours seulement, dans l'Est, il y a eu incursion dans un centre d'enrôlement vers Beni, où les assaillants ou les rebelles ont pris d'assaut ces centres d'enrôlement en portant le matériel électoral et tout ce qui va avec. Donc vous comprenez que la situation sécuritaire qui n'est pas encore mieux rétablie fait en sorte que le processus électoral soit enfreint. Or, s'il faut revenir sur les erreurs commises la fois passée, en 2018 bien sûr, où on a eu une partie de la population qui n'a pas su voter le président de la République, parce que, étant dans une zone en pleine insécurité, on ne voudrait plus revenir sur cette même erreur-là. Ils ont ce droit légitime de voter, ils ont le droit d'avoir leur carte d'électeur, alors il est important que la situation sécuritaire redevienne à la normale pour que nous allions tous aux élections. Mais dans les cas pour que nous allions tous aux élections, Mbosso Kodia, il poursuit, dit, sur l'annonce de réformes, justement jugées prioritaires, notamment dans le secteur de la défense nationale et aussi de la justice, par le président Mbosso. Il pense qu'il faut qu'il y ait de réformes nationales dans le secteur de la défense nationale et aussi de la justice. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces discours qui, on peut justement penser qu'il y a assez de réformes que les deux chambres pensent apporter pendant ces quinquennats que nous allons encore... Oui, bon, c'est vrai, au cours de la session de mars, bien sûr,
des réformes, elles sont importantes parce que le pays doit avancer. Et c'est le travail des élus. Lorsqu'il parle du secteur de la défense, ainsi que la justice, il sous-entend l'armée qui est au front. Ok. Voyez, aujourd'hui, nous déplorons tous presque que notre armée serait infiltrée, ce qui fait qu'à tout moment, il y a fuite d'informations du côté de l'ennemi. Donc on peut dire que Mbosso a reconnu ouvertement que notre armée est infiltrée. Mais c'est un secret des polichinelles. Nous savons que notre armée a été infiltrée. Avec, à l'époque, les mixages, les brassages, il y a eu les rebelles qui ont quitté notamment les CNDP, qui ont quitté le RCD, qui ont quitté le MLC, qui ont intégré les FARDC. C'est tout à fait normal que cette armée soit infiltrée. Alors il est important qu'un toilettage soit fait à ce niveau-là pour que l'on ait des vrais nationalistes. C'est vrai, le travail que fait l'armée, on ne peut pas les nier. C'est un grand travail, mais il y a certains pions qui font que l'armée soit infiltrée, qui fuitent les informations pour leur donner, plutôt les donner à l'ennemi, pour nous faire du mal. Est-ce que cette réforme n'est pas tardive? Non, ce n'est pas tardif. Ce n'est pas tardif plutôt. Je pense que c'est le moment parce que nous sommes en pleine situation d'insécurité et il est temps qu'on se ressaisisse si on ne l'a pas fait à son temps. Et pour le moment, pourquoi pas le faire? Mais aussi dans le secteur, lorsqu'il a parlé du secteur de la justice, il sous-entend bien sûr la corruption à outrance. Vous en savez plus que moi que nous sommes arrivés à un niveau de corruption tellement impossible qu'il y a urgence que les élus du peuple mettent en place des réformes judiciaires qui sanctionnent avec rigueur et avec exemplarité les auteurs des actes de corruption. Ça devient monnaie courante et on commence à trouver ça normal. Vous voulez rencontrer un ministre dans son cabinet, son service de protocole vous dit, bon, maïnanga, avant la côté ça. Vous trouvez ça normal? C'est purement de la corruption. C'est une corruption pure et simple. Ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à trouver ça normal. On vous dit, on pose un document, bon, il faut payer ça mal. En principe, ils ont $100, mais pour la réalité, il faut prévoir à moins 200. Donc vous comprenez qu'on favorise la corruption et on commence à la trouver normale. Ce qui est quelque chose de condamnable. D'où, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Il faudrait réformer les lois pour que tous ceux qui se trouvent dans une coopération avec les rebelles, avec les terroristes, soient sanctionnés de façon exemplaire. Je vois le cas du député national Mwanga Chouchou qui a été, bien sûr, il jouit encore de la présomption d'innocence, et on respecte les principes des droits, mais du moins, s'il est établi qu'il est coupable, qu'il soit sanctionné de façon sévère pour servir d'exemple aux autres qui peuvent se livrer à de tels actes contre la République. Contre la République. Espérons que cette dernière sera bel et bien effective. Je parle de l'arrestation qu'a commis cet élu. Donc, chers téléspectateurs, vous avez compris qu'ici, c'était question justement de parler de la rentrée parlementaire, cette rentrée imminente, comme a dit mon confrère Georges Mapoko. Il s'était question justement de parler de la situation sécuritaire. C'est vrai, les deux présidents de deux chambres du Parlement ainsi que du Sénat ont eu à retracer, à peindre le tableau qui, on peut dire, qui était sombre, mais justement, au travers de leurs allocutions, on peut espérer qu'il y aurait changement. Pourquoi pas dans le secteur, comme avait dit le président du Sénat, côté social, mais aussi du côté du président de l'Assemblée nationale, côté sécuritaire et justice. Je crois qu'on peut justement mettre un point sur la situation de déploiement de l'armée angolaise sur le sol congolais. Où en sommes-nous par rapport à cette situation-là? Il est vrai que, pas plus tard qu'hier, le Parlement angolais a adopté à l'unanimité 178 députés ont voté pour, 0 contre, 0 abstention pour les déploiements des forces angolaises, des forces armées angolaises sur les sols congolais, notamment dans la partie Est. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on doit saluer. On se rend compte qu'on a une certaine solidarité entre frères, entre voisins, et l'Angola n'est pas resté indifférent de la situation que traverse la RDC. Elle déploie plus ou moins 500 hommes, ce sont des militaires qui seront déployés dans la partie Est, mais surtout pour
surveiller les cantonnements des rebelles du M23 au cas où ce cessez-le-feu qu'on attend tous soit effectif. Mais sans cela, ce n'est que de la poudre aux yeux parce que ça fait, je crois, avec les accords de Nairobi, c'est presque la 3e fois qu'on a exigé ce cessez-le-feu. On se rend compte que le M23 et le Rwanda continuent de s'entêter en semant terreur et désolation dans l'est de la RDC, mais il est temps que nous, Congolais, comprenions que notre solution ne doit pas venir de l'Angola, notre solution ne doit pas venir de l'EAC, de la SADC, de la France, de l'ONU, mais notre solution viendra de nous-mêmes, Congolais. Notre solution viendra de nous-mêmes, Congolais. C'était ça, là, justement, la dernière phrase ou le dernier mot de mon confrère Georges Mapoko. Je rappelle que nous avions eu à parler de la situation sécuritaire qui a été évoquée justement lors de la rentrée parlementaire de 2 chambres de notre hémicycle. Je cite l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Et aussi nous avions eu à parler sur le déploiement de forces ou soit de l'armée angolaise sur le sol congolais. Il a bien dit ici que cette armée sera bientôt déployée car ça a été déjà voté je peux dire dans l'Assemblée nationale angolaise. Donc merci beaucoup M. Georges Mapoko d'avoir décortiqué ensemble avec moi ces 2 informations, ces 2 actualités. Nous allons passer maintenant dans notre rubrique Vie sur les nets. Mais avant tout, retournons du côté de la régie. Vue sur le net avec un confrère, journaliste, Charlie Esdras-Poy, toujours souriant. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour, Tezou. Joseph. En tout cas, je suis très content de partager encore ce plateau avec vous. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté pour ce jour? Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un grand artiste qui aujourd'hui est devenu l'un des dirigeants de la plateforme du théâtre congolais, du théâtre populaire, autrement appelé Maboké. Alors, moi, je vais demander aussi à la régie de me proposer ces mini-portraits qu'on a... qu'on a enregistré pour l'artiste. Merci. Donc, on va parler, je crois, que nos téléspectateurs vont justement déguster ça. Je ne vais pas citer le nom de l'artiste, mais nous allons le découvrir ensemble au travers de cet élément que la régie nous propose. Félicitations à la président Eli, au Bissonsto Votaki, président de l'association des comédiens, au Dubengina Kombo Fiston, Mafinga Sai Sai. En tout cas, bon vent, na mandat na Oyo Bandi. Avec toi, tu as des musiques pour les projets, les mécaniciens pour l'association. Félicitations à eux, particulièrement à eux, félicitations à eux et mon nom réellement vivant. Fiston Sai Sai, de son vrai nom Fiston Mafinga. Il a débuté sa carrière d'artiste du théâtre populaire, autrement appelé Maboké, de main de maître du feu Kadiombo Mars, en compagnie de ses 3 frères, Ginola, Pakaloui, Adolphe, et du feu Pouloulou. Auteur de la célèbre danse Makakumbwa et de la chanson Kunzile les Bololé. Marié à Madame Véronique et père du célèbre Azmak. Un père responsable et dévoué pour l'éducation de ses enfants. Un exemple de courage et de loyauté. Visionnaire de FSAI Prod et de la plateforme Aimons-nous réellement vivants. Aujourd'hui élu président de l'Association des artistes comédiens du Congo et de la diaspora, successeur au président Masumu Debrende Yala Kayala. Bon vent à lui. Voilà, des retours sur ce plateau. Je rappelle que ces portraits ont été faits par vous, Charlie Esdras-Poy. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais aussi vous êtes vraiment multicasque. Vous faites beaucoup de choses à la fois. Ouais. Espérons que nous allons encore vous découvrir dans d'autres domaines. Alors, en suivant ce portrait, qu'est-ce que vous comprenez réellement de cet grand artiste? Alors, il s'agit d'un guerrier, qui vraiment a eu un long parcours. Il a eu un début, mais jusque-là, nous ne connaissons pas sa fin. Mais ce qui est sûr, il va bien finir. Donc, il s'agit de Fiston Sai Sai, de son vrai nom, Fiston Mafinga. Voilà. Il a eu un parcours avec, dans ses débuts, il a travaillé avec le feu Kadiombo. Et après quoi, il a commencé à travailler avec ses amis, Pakaloui, Ginola
Et Pouloulou, peu à son âme aussi. Et après quoi, il s'est lancé maintenant dans la publicité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette mutation de Maboké, purement Maboké, à aujourd'hui, vous avez dit ici, il est plus dans de publicité. Aujourd'hui, il est président de l'association. Alors, comment voyez-vous cette mutation de ce parcours? Alors, vous savez, dans chaque parcours, il y a toujours des segments. Dans chaque parcours, il y a toujours des segments. Je ne sais pas donner mon exemple parce que je ne parle pas de moi aujourd'hui. Je parle de Fiston Saïsaï, qui aujourd'hui est président d'abord de l'association. On ne parle pas de tous les artistes comédiens. On parle de l'association. C'est-à-dire, si vous ne faites pas partie de cette association, Saïsaï n'est pas votre président. Il faut que les gens comprennent cela dans cette optique-là. Alors, j'étais en train de dire que dans chaque parcours, il y a des segments. Alors, chaque segment nécessite une formation et les segments, en réalité, répondent à certains besoins de la société. Avant, lui, il était griot, il faisait de théâtre populaire, il s'est déguisé et tout ça là. Et question de faire, je dirais, marrer tous les téléspectateurs. Après, il a opté pour, étant un businessman aussi, parce que dans son agence de publicité FSI Prod, c'est juste pour de publicité. Alors, étant businessman, il a accepté d'abord de gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il a aussi un projet de réaliser d'autres films, longs métrages, ainsi de suite. Alors, du coup, dans son projet de FSI Prod, il a maintenant accepté de mettre un peu la pause dans les théâtres populaires congolais, mais il reste toujours artiste pour commencer à produire des publicités avec différentes maisons. Voilà. Avec différentes maisons. Mais Fiston Saïsaï, aujourd'hui président de l'association, vous avez dit association des artistes comédiens de la RDC, de la diaspora. Alors, il a quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Il a quoi comme ambition dans le futur? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé ici de cette mutation. Aujourd'hui président, et qu'est-ce qu'il veut encore, justement? Alors, il a toujours une phrase qu'il prononce généralement, aimons-nous réellement vivants. Aimons-nous réellement vivants, c'est aussi sa plateforme. Il a créé cette plateforme parce qu'il avait remarqué que beaucoup de personnes soutenaient plus les obsèques des artistes comédiens au lieu de soutenir l'artiste pendant qu'il est malade, pendant qu'il est dans le besoin. Alors, lui, ayant un esprit révoltant, il a dit non, il ne serait pas convenable que nous puissions soutenir l'artiste pendant qu'il est mort, parce qu'il ne saura rien du tout. Il serait convenable de le soutenir. Et il a commencé à le faire avec le feu Cocodioko. Donc, avant que Cocodioko ne meure, Saïsaï avait déjà pris l'initiative de prendre soin de lui par rapport à certains, ces maigres, ces faibles moyens qu'il a en sa possession. Donc, la révolution qu'il peut apporter dans le théâtre congolais, c'est que nous puissions d'abord vivre de notre travail, vivre de nos œuvres. À part les mabanga qui caractérisent aujourd'hui beaucoup d'artistes congolais, entre autres les artistes musiciens, ainsi que les artistes comédiens, beaucoup plus de ceux-là vivent de mabanga. Alors, lui, ayant cet esprit révoltant, dans son cheval de bataille, il ne veut plus que ce soit le cas. Voilà, il veut un peu changer la donne, il veut un peu changer les choses. En parlant d'un tableau, comment voyez-vous le théâtre congolais par rapport aux prouesses déjà réalisées par une minorité de personnes? Je peux citer par exemple Fiston Saïsaï. Et par rapport à ce que lui, il a déjà fourni comme prouesse, au tableau sombre que se présente le théâtre congolais, les maboké congolais, qui sont toujours caractérisés par le mabanga, qu'est-ce que Fiston Saïsaï peut justement apporter de plus important pour justement essayer de redorer les blasons ternis de ce tableau de maboké congolais? Alors déjà, il faut savoir que le maboké congolais, le théâtre populaire, comme on l'a toujours appelé, a trouvé plus d'impact quand nous voyons beaucoup plus la réalisation de nos différents frères de différents pays. Par exemple, le groupe Ma Famille. Le groupe Ma Famille a plus imité le théâtre populaire congolais avec le groupe Salongo. Ouais, ils ont imité cela, mais aujourd'hui, eux, ils vivent maintenant de leur travail par rapport à nous. Eux, ils sont soutenus par leurs différents pays. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas déjà le cas. Alors, ayant cette histoire, une belle histoire du théâtre congolais. Alors, Saïsaï est venu, comme je l'ai dit tantôt, avec une révolution, que chaque artiste vive de son travail. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'association? Dans l'association, il ne sera peut-être pas question de payer quelqu'un, mais il sera peut-être question de vivre d'épargne, d'économie. C'est comment je vais expliquer ça? Vous connaissez la CNCS. L'INCS vit de cotisation de travailleurs, c'est-à-dire
on soutient un peu de quelques pourcentages. Quelques pourcentages exactement des salaires de chaque personne qui sera affiliée à l'INSS, à la CNSS, excusez-moi, c'est l'ancienne appellation, à la CNSS. Donc c'est pareil avec l'association des artistes comédiens. Parce que moi-même, je suis un artiste comédien aussi. Donc vous faites partie déjà de cette association? Jusque-là, je ne me suis pas encore affilié. Il faudrait que je puisse m'affilier, comme ça j'aurai ma carte des membres calmement. Alors comment, en fait, voilà, déjà en parlant de carte de membres, quelles sont les modalités pour faire partie ou adhérer au sein de cette association? Alors, je crois qu'il y a un comité, les temps qu'il fasse la remise et reprise. Je crois que prochainement, on va venir avec de plus en plus de détails pour aider tous les artistes. Parce que déjà, on a un problème avec on n'a pas une relation amoureuse avec notre ministère de la Culture, excusez-moi. Alors, je crois qu'avec l'aide de l'association, on va d'abord commencer par avoir des cartes d'artistes auprès du ministère de la Culture. Après quoi, nous aurons maintenant des cartes d'artistes d'artistes faisant partie de l'association que dirige aujourd'hui Fiston Saïdan. Prochainement, on va venir avec tout ce qu'il y a comme détail pour aider à toutes les personnes qui veulent bien faire partie de cette association. Pour chuter, nous avons parlé de Saïsaï, de l'association, mais aussi il y a cette jeunesse qui vous regarde, ou qui nous regarde en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui rêve? Parce qu'il y a de jeunes qui rêvent, qui voient des prouesses réalisées par pas mal de personnalités plutôt, dans différents domaines de notre vie quotidienne en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse? Et aussi un message important à lancer à l'État congolais vis-à-vis de vous, les artistes. Alors, moi je vais commencer d'abord par l'État, et puis je prendrai le personne. Le message très important pour la jeunesse. Alors, si je peux dire quelque chose à l'État congolais, c'est que, vous savez, la culture aujourd'hui est l'image, et le miroir même du pays. Alors, aujourd'hui, par exemple, si on parle de la Chine, nous voyons directement le Kung Fu. Si on parle, par exemple, de la Thaïlande, on voit d'autres disciplines sportives ou musicales, voire même. Alors, l'État doit faire de son mieux. Je ne sais pas comment il va faire. Que l'État s'organise pour prendre en charge d'abord les artistes. Et de quelle manière? En nous donnant un vrai ministre. Nous avons besoin d'un vrai ministre de la culture et des arts. Vous voulez dire que vous faites allusion à un ministre de culture et arts qui est incompétent? Bon, je ne parle vraiment pas de l'incompétence. Vous savez, l'incompétence, c'est un état d'esprit. L'incompétence, c'est un état d'esprit. Parce que moi, je me dis déjà aujourd'hui, si on me donne par exemple la responsabilité d'allumer une lampe, c'est que je ferai de mon mieux d'abord pour apprendre comment allumer une lampe. Exactement. C'est ce qui manque à notre ministre de la Culture. Même si tu demandais à d'autres artistes, ils vont te dire que le ministre de la Culture n'est pas incompétent. Le problème, ce n'est pas l'incompétence. Le problème, c'est qu'il ne veut pas avoir suffisamment d'informations concernant le milieu culturel de la République démocratique du Congo. On a la nourriture dans notre marmite pour servir au monde, mais on n'a pas personne pour nous aider. On n'a personne plutôt pour nous aider à le faire. Aujourd'hui, même quand vous regardez sur nos passeports, nous étant artistes, tout ça, on n'a même pas mentionné artiste. Parce que la République démocratique du Congo reconnaît comme artiste juste parce qu'on a fait un nom. Et non parce que c'est prévu dans leur, je sais pas, dans leur document. Le gouvernement puisse être sérieux dans ce sens. Et pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder... Surtout les jeunes. Oui, les jeunes. Moi, j'ai adhéré au théâtre juste après la mort de mes parents. Et je suis allé m'inscrire dans le groupe SINARC. Je payais la fiche, je payais la formation et j'ai eu mon brevet. Donc, Martin Luther King a dit « I have a dream », que chaque jeune ait un rêve plutôt. Je ne parle pas d'un cauchemar. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui rêve, genre il rêve la vie. Je suis en train de voir plutôt quelqu'un qui a un vrai rêve, qui veut aller loin dans sa vie, qui veut faire plutôt des prouesses, qui veut aller de gloire en gloire dans ce qu'il fait. Mais la première des choses, il faut déceler ses talents. C'est très important. Parce que si tu n'as pas un talent d'artiste comédien, tu ne le seras jamais. Voilà. Donc, la première des choses, il faut d'abord chercher à cerner ou à comprendre ce que vous avez comme talent. C'est très important, cette parole. Moi, je le retiens parce que je me rappelle aussi à l'époque, j'étais victime de cette situation-là. Alors, chers téléspectateurs, nous chutons déjà. Merci, monsieur Charlie Esdras Boyi. Merci, Joseph Herbie Tezo. Et aussi merci à vous, chers téléspectateurs. Nous allons maintenant chuter, comme je le disais tantôt, avec notre dernière rubrique, la rubrique sportive, avec un confrère journaliste. Mais avant tout, que la régie nous permette de souffler un tout petit peu.
Voilà, des retours encore. Cette fois-ci, ça sera notre dernière rubrique sportive avec un confrère. C'est un frère pour moi. J'ai vraiment la joie et l'honneur de le recevoir sur ce plateau. Bienvenue Enoch Bitoitoa. Merci Arbitezo pour l'invitation. En tout cas, je vous en prie, vous êtes journaliste. Et quelles sont vos impressions concernant DRC Info Télévision? D'abord, je dois dire que j'ai aimé les plateaux et puis l'équipe dans son entièreté. Je vois les gens qui sont motivés pour travailler. Voilà, les gens qui sont motivés pour travailler et nous les ferons bien pour surtout nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons essayer un peu de retracer l'actualité sportive de notre pays. D'abord, vous serez d'accord avec moi, il y a eu cette fameuse publication de liste de 26 joueurs pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo, les Léopards, ainsi que la Mauritanie. Alors, quelles sont vos impressions concernant cette publication de cette liste de 26 joueurs? Oui, d'abord, petite rectification, je dirais, c'est une liste de 29 joueurs qu'a proposé ou a publié le sélectionneur manager Sébastien Desabre il n'y a pas longtemps. Par rapport à cette liste, voilà, c'est vraiment une bonne liste, je dirais, par rapport aux performances des joueurs congolais actuellement, parce que vous savez, l'équipe nationale, c'est la sélection des joueurs qui sont meilleurs au moment où on prévoit un match de l'équipe nationale. Donc là, par rapport à cette liste-là, je me suis dit que c'était une liste qui avait ou qui a des joueurs qui sont actuellement meilleurs dans leur poste sur les plans, je dirais, de leur championnat et tout. Sauf juste, j'ai pas du tout apprécié quelque chose dans cette liste, c'est la sélection du gardien du TP Mazembe, Siadi Badjo, qui voilà, n'est pas vraiment performant, mais je suis un peu surpris de le voir à chaque fois sélectionné, que ce soit chez les locaux, que ce soit chez les A. Je suis un peu surpris, mais voilà, ça reste le choix du sélectionneur qui voit peut-être autre chose en lui que nous, analystes ou journalistes sportifs, on ne voit pas actuellement. Alors, on ne voit pas actuellement l'importance de ces gardiens, mais quelle politique mettre en place justement pour que nous ayons de bons résultats? Parce que c'est vrai, il faut qu'on se le dise, hormis les circonstances désastreuses que notre pays, surtout dans le domaine sportif, que nous sommes en train justement de traverser, quelle politique ou quel mental apporter à ces joueurs pour cette double confrontation? Déjà, il faut rappeler que la RDC reste sur des défaites en deux sorties dans ces éliminatoires de la prochaine CAN. Et là, nous sommes dans une très mauvaise position parce qu'on risque d'être éliminé, ne pas être présent plutôt en Côte d'Ivoire en juin prochain. Et donc, dans les mentales des joueurs, il faut leur dire en vrai que voilà, nous n'avons pas vraiment de quoi avancer actuellement parce qu'on a 0 point sur des sorties. Donc, il faut mettre dans des têtes des joueurs que nous avons nous n'avons pas droit à l'échec, à l'erreur dans ces doubles confrontations contre la Mauritanie. Donc, il faut gagner ces deux matchs pour pouvoir encore espérer à la qualification parce que faire un faux pas contre la Mauritanie ne serait pas une bonne chose pour la suite de ces éliminatoires en tout cas. Alors, quelle note donnerez-vous justement pour ce double confrontation? Jusque-là, la note, vous me le dites, bon, je dirais, je suis congolais, je suis journaliste, mais je suis congolais, je dirais 6 sur 10 en espérant que voilà, les Léopards vont faire des très bonnes choses dans cette double confrontation contre la Mauritanie qui est, il faut le rappeler, premier de ces groupes avec 4 points. C'est très important que nous ayons à faire de bonnes notes parce qu'on a 0 point, comme vous avez dit, 0 point, c'est vraiment... ça craint, mais espérons que nos Léopards, étant congolais que vous êtes, et moi personnellement, également, nous souhaitons que les Léopards de la RDC puissent faire de prouesses. On va essayer un tout petit peu de parler de cette situation de la non-homologation du Stade de Martyrs. Où en sommes-nous? Ouais, avec la non-homologation du Stade des Martyrs, voilà, nous sommes dans l'état actuel des choses. Donc, les stades, plutôt, n'est pas homologué jusqu'ici. Donc, il faut encore que le gouvernement puisse décaisser de moyens pour que les stades soient encore réhabilités, encore une fois, par rapport aux conditions données par la Fédération internationale de football association ou encore par la CAF.
parce qu'il faut le rappeler, hormis que c'est les travaux qu'on puisse se dérouler au stade de Marseille, notamment la pelouse, l'installation des sièges. Il faut le rappeler que les experts de la CAF et de la FIFA ont relevé d'autres points qui, je crois bien, qui n'ont pas pris en compte lors de réhabilitation ou la réhabilitation de ces stades-là. C'est les installations, je dirais, sanitaires et puis l'environnement du stade. Vous pouvez aller maintenant, je dirais, à l'extérieur de ces stades de Martyrs, vous allez voir comment, dans quel état se trouve l'environnement de ces stades-là. C'est l'un des points qu'a pu relever les experts de la CAF lors de leur inspection le 9 février dernier dans ces stades-là. Parce que les gouvernements décaissaient les moyens, le ministère des Sports a signé des contrats avec des entreprises pour la réhabilitation de ces stades. Ils ont beaucoup plus axé leurs travaux sur la pelouse, sur l'installation des sièges, mais ils ont oublié d'autres points, notamment les installations sanitaires, la sécurité autour des stades, parce que vous savez plutôt que depuis un moment, les matchs se jouent la nuit. Et quand on parle de la nuit, on voit directement l'insécurité. Donc il faut qu'il y ait de la sécurité autour des stades pour que les matchs puissent avoir lieu la nuit. Donc en cas de non-sécurité ou de l'insécurité, la CAF ne peut pas, ou la FIFA ne peut pas homologuer un stade qui n'est pas sécurisé. Donc ça se voit qu'il y a, hormis le fait qu'il y avait les 4 points essentiels qui ont été évoqués par les experts plutôt de la CAF, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui entre en vigueur. Donc ça demanderait à ce que l'État congolais puisse vraiment trouver des vraies solutions concernant ces stades. Je rappelle les fameux stades de Martyrs, de la Pentecôte. Nous connaissons l'histoire de ces stades et nous ne voulons pas et nous ne voudrions jamais que ces stades puissent rester toujours non homologués jusqu'à ces temps que nous sommes. Parce qu'il faut qu'on se le dise, c'était important que nos léopards puissent jouer leur match ici au Congo, pour que nous ayons un autre feu par rapport surtout aux supporters que nous connaissons. Le public congolais est vraiment tout feu, tout flamme lorsque nous jouons ici. Il faut peut-être ajouter quelque chose. Oui, les matchs se jouera bel et bien ici au Congo, mais à Lubumbashi, parce que les stades les stades de TP Mazembe a été homologué. Contrairement au stade Kibasa Maliba, où prévoit les comités exécutifs de Saint-Oula-Lupopo pour que ces clubs-là puissent se produire dans ces stades-là, qui n'a pas été homologué non seulement par faute de la pelouse, de l'état de la pelouse, mais aussi par rapport, je dirais, à la structure ou à l'architecture de ces stades-là. Les experts ont relevé ces points, mais il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours ou 3 jours comme ça, on a vu le gouverneur du Haut-Katanga, mais c'est Jacques Kabula Katoué, être du côté de l'Italie, précisément à Rome, pour visiter une entreprise qui fournit de la pelouse de bonne qualité. L'entreprise apparemment est certifiée par la FIFA, mais voilà. Il faut rappeler que la pelouse n'est pas les seuls problèmes pour les stades Kibasa Maliba. Il y a d'autres problèmes qui ont été relevés par les experts. Donc, il faut en tenir compte aussi. Donc, voilà, c'est ce que d'ailleurs, moi, je disais, il faut vraiment en tenir compte de ça parce qu'on a besoin que nos léopards, pourquoi pas seulement nos léopards, mais aussi nos clubs, respectivement, puissent jouer dans leur propre sol. Ça sera quelque chose de très important pour notre pays. Donc, c'est ce que nous appelons aussi à la conscience de nos autorités, le ministère des Sports, le ministère des Finances, bref, le gouvernement de notre pays à pouvoir mettre la main sur la pâte pour que nous ayons quand même des stades adéquats pour que nos matchs ou encore nos léopards puissent jouer ici. Mais j'aimerais seulement dire bonne chance aux léopards de la RDC pour cette double confrontation entre la Mauritanie et merci Enoch Bitoatoa d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, merci. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Restez branchés, connectés et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Quant à moi, je vous dis bon week-end à vous.